Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission où nous allons parler reconversion professionnelle et plus précisément de comment les organismes de formation au métier du BTP peuvent s'en saisir comme levier de développement. Pour en parler, nous accueillons deux représentants de Transition Pro, l'organisme incontournable pour le financement des projets de reconversion des salariés. Et j'accueille tout d'abord Aurélia. Bonjour Aurélia Ploquin, vous êtes chargée de mission, animation et développement des réseaux des organismes de formation à Transition Pro Île-de-France. Bonjour Benjamin Burneau. Bonjour. Vous êtes chargé de développement au sein des Transitions Pro Hauts-de-France. Et j'ai le plaisir également d'accueillir Christelle Soulard. Bonjour Christelle, vous êtes responsable du pôle certification et déploiement de l'offre de formation au 3CA BTP. Bonjour. Je précise que vous pouvez bien sûr poser vos questions. Nos invités y répondront en fin d'émission. On va commencer cette émission avec vous, Christelle. Alors avec le 3CA BTP, on a l'habitude de parler apprentissage, de plus en plus de formation continue et moins de reconversion professionnelle. C'est un nouvel enjeu que souhaite porter le 3CA BTP auprès des organismes de formation? Oui, tout à fait. Alors, la formation continue est un vrai enjeu. La transition professionnelle est un des axes du développement de la formation continue. Effectivement, ce développement, à côté de l'apprentissage, est un véritable enjeu pour deux raisons. D'une part, de capter et de faire monter en compétence des salariés ou des futurs salariés d'entreprises plus matures est un vrai enjeu. Il y a aussi un enjeu de développement des compétences des salariés actuels pour s'adapter aux nouvelles pratiques, notamment la rénovation énergétique du bâtiment. Et il y a un enjeu aussi financier pour les centres de formation, puisque on le sait, les chiffres en matière d'apprentissage ont tendance à se tasser et il faut trouver d'autres ressources financières, travailler d'autres ingénieries. Donc, il y a de véritables enjeux, oui, pour les centres de formation des métiers du BTP. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Les organismes de formation commencent à se lancer dans la reconversion professionnelle ou c'est timide encore? Alors, c'est plus ou moins avancé d'un centre à un autre, mais oui, il y a une prise en main, effectivement, de ces dispositifs, notamment de la transition professionnelle. C'est encore timide, mais un certain nombre de centres se sont bien appropriés les choses et ça progresse, oui. Mais est-ce que vous sentez une réticence de certains OF à se lancer? Il y a des blocages que vous constatez? Oui, il y a certains freins parce qu'il faut bien comprendre que développer de la formation professionnelle pour adultes, on ne fait pas appel forcément aux mêmes méthodes pédagogiques, aux mêmes moyens de sourcing des candidats, aux mêmes outils de financement. Donc, ça demande de la montée en compétences en ingénierie de formation, en ingénierie pédagogique et surtout en ingénierie financière. Donc, c'est complexe, ça fait pivoter des organisations. Alors, vous l'avez dit, hein, ça peut être une réelle opportunité dans un contexte économique tendu. Mais est-ce qu'il y a d'autres bénéfices à ce que les OF s'intéressent à ces dispositifs de financement de reconversion? Il y a de vrais intérêts, c'est d'amener dans les entreprises du bâtiment de nouveaux collaborateurs, bien évidemment, de répondre, comme je l'ai dit, aux besoins du territoire, parce qu'on a besoin. Même si on dit le marché du neuf baisse, ben non, on a aussi besoin de collaborateurs en permanence dans tous les métiers du bâtiment. Alors, venons-en à proprement parler de Transition Pro avec vous, Aurélia et Benjamin, qui est aujourd'hui le seul organisme habilité à financer les projets de reconversion des salariés du secteur privé. Aurélia, peut-être tout le monde ne connaît pas Transition Pro. On peut peut-être rappeler, c'est quoi Transition Pro? C'est quoi Transition Pro? Effectivement, Transition Pro, c'est l'ex-FONGECIF. Donc ça parlera à beaucoup plus de monde. Nous sommes un organisme paritaire. On existe depuis plus de 42 ans, malgré tout, même si on a changé de nom en 2020. Et donc, nous sommes un organisme administré par des partenaires sociaux, un organisme paritaire, comme je le disais, réparti sur l'ensemble du territoire. Donc, vous avez 18 associations de Transition Pro sur l'ensemble du territoire, y compris les DROM. Et donc aujourd'hui, nous sommes deux représentants de deux régions, mais c'est intéressant parce que ça couvre un spectre beaucoup plus large. Et l'idée, c'est que nous sommes actuellement le seul, effectivement, dernier financeur des salariés qui veulent se reconvertir via un dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle. Concrètement parlant, un salarié qui peut suspendre son contrat de travail et nous solliciter pour pouvoir avoir un financement de sa formation et le maintien de sa rémunération, ce qui est extraordinaire pour pouvoir se former dans des conditions optimales. Donc, précisons les choses, vous intervenez uniquement sur le financement.
Tout à fait. Je pense que Benjamin va me compléter, mais je vais juste préciser que actuellement, nous ne faisons plus d'accompagnement autour du projet professionnel, cet aspect-là. Et donc, aujourd'hui, nous travaillons étroitement avec le conseil en évolution professionnelle, réparti sur l'ensemble du territoire également. Et par contre, on a quand même une offre de services large qui s'adresse à beaucoup de monde, y compris surtout les salariés, mais pas que. Oui, en effet. On pense que le Transition Pro aujourd'hui a en charge que le financement, mais pas que. On va s'occuper de l'ingénierie de parcours de formation. On va aussi pouvoir aiguiller les salariés dans l'offre de formation sur les territoires. Mais on va aussi apporter une vraie plus-value auprès des entreprises aujourd'hui à travers de nouveaux dispositifs, les accompagner dans leur réflexion sur leurs problématiques RH et accompagner leurs salariés. Donc on va, en fonction des territoires, apporter aussi d'autres prestations, d'autres offres que nos dispositifs communs à l'ensemble des territoires en France. Mais pour être clair, une personne vient vous voir quand son projet professionnel est déjà bien avancé. Alors en général, oui. Ou ficelé, non? C'est ça. En général, la personne qui va arriver chez nous a défini son projet professionnel et a en tout cas ciblé l'action de formation. Elle a peut-être besoin d'avoir des conseils sur quel organisme peut la délivrer, mais en tout cas, elle est bien au clair avec son projet. Si c'est pas le cas, on l'aiguillera, comme Aurélia l'a évoqué, vers un conseiller en évolution professionnelle. Bon, et quel type de parcours sont financés? Alors, on est sur des formations, enfin sur des parcours certifiants. C'est important de le préciser, c'est-à-dire des parcours qui sont inscrits, donc ça va vous parler, même si c'est jargonneux, au répertoire national des certifications professionnelles. Concrètement, ce sont des diplômes. On n'est pas sur des choses courtes. Quand je dis court, c'est pas quelques jours ou quelques semaines. On est vraiment sur de la reconversion un petit peu plus longue qui va permettre d'avoir une période théorique et pratique. Mais ce sont les salariés et les intérimaires qui sont concernés, hein, c'est ça? Alors, c'est tous les salariés du secteur privé, Ouais, donc faut les le personnes en repréciser. CDI, Voilà. les intérimaires, les personnes en CDD en poste et les intermittents. Donc, ça représente beaucoup de monde actuellement. Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes présent dans chaque région. Est-ce qu'il y a des différences d'un territoire à l'autre? Il y a des critères, des démarches, je ne sais pas, Benjamin? Alors sur l'offre de service globale, non, puisqu'on va apporter les mêmes dispositifs que sont le PTP, le projet de transition professionnelle, le dispositif démissionnaire, transition collective. Mais on va avoir des clés de lecture qui peuvent être différentes. En fait, quand un dossier sera déposé chez nous, il va être examiné par nos paritaires et le dossier sera étudié à travers des critères. Il y a des critères qui sont communs à l'ensemble des transitions pro. On a 5 critères qui sont communs et on va avoir des critères qui vont être fixés par les territoires. Par exemple, en Hauts-de-France, il y aura des priorités qui vont être données qui seront certainement différentes qu'en Île-de-France. Et donc, de ce fait, on peut avoir des clés de lecture différentes et puis des territoires où l'activité est aussi différente. Je prends par exemple le Dunkerquois, on va avoir un terrain très industrialisé, contrairement à d'autres territoires où on va avoir d'autres activités qui vont se développer. Aurélia, vous travaillez au développement des réseaux des organismes de formation en Île-de-France. Comment vous travaillez avec les OF? Quel accueil vous recevez de leur part? Ah, un très bon accueil, on va quand même le souligner. L'idée, c'est d'être plus large que simplement la mission de contrôle et de financeur. On travaille avec l'ensemble de l'écosystème aujourd'hui. Benjamin a cité les entreprises, mais ce n'est pas que les salariés. Il y a aussi tous les partenaires de l'écosystème, comme les OPCO, les partenaires institutionnels, la région, la GFIP, et bien sûr les organismes de formation. Pourquoi? Parce que dans les faits, ce sont potentiellement des prescripteurs pour nous, puisque les gens vont aller les voir, se renseigner, et comment faire après pour mettre en œuvre le projet, ils vont revenir du coup vers nous. On a un très bon accueil des organismes de formation, mais on a encore beaucoup de chemin à parcourir pour être connus, qu'il y ait une bonne compréhension de nos attentes et de nos dispositifs. Donc ça passe par une offre de services assez large, des webinaires, des rendez-vous, des ateliers, et aussi des actions conjointes avec les organismes de formation pour pouvoir présenter nos dispositifs. Et dans les Hauts-de-France, comment ça se passe? Eh ben, on retrouve les mêmes choses qu'en Île-de-France. On va être proche des organismes de formation. On va aussi mettre en place des webinaires pour leur présenter la complétude du dossier, comment on monte un dossier, qu'est-ce qu'on attend. On va parler de bilan de positionnement et des attendus derrière. On intervient auprès d'eux. Moi, en tant que chargé de développement, je suis régulièrement sollicité par les organismes de formation et je vais leur apporter aussi les évolutions de nos dispositifs. On va parler de FIPU, de PUR tout à l'heure, mais sachez que c'est des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas et l'objectif, c'est aussi d'aller les alimenter. De les accompagner, Mais est-ce que vous constatez une méconnaissance de ces dispositifs et des difficultés autour du montage des dossiers? Oui, une méconnaissance, parce que déjà, comme je le disais tout à l'heure, les
tous les organismes de formation ne l'identifient pas forcément comme étant l'ex-FONGECIF. C'est pas évident, comme évoqué tout à l'heure également Christelle, de pouvoir changer son ingénierie pédagogique pour certains organismes de formation. Le public en reconversion est un public spécifique, avec des durées de formation souvent plus longues. Donc oui, il y a une méconnaissance, il y a parfois un a priori, en se disant « oh, ça va être compliqué, ça va être long, est-ce que ça va être financé, etc. » Mais on fait au mieux pour accompagner et encadrer, et vraiment, il y a un vrai désir d'échange et de partenariat auprès des organismes de formation. Alors, nous allons découvrir maintenant le premier témoignage dans cette émission. C'est celui d'Anne-Sophie Doisy. Elle s'est reconvertie en peintre décoratrice. Elle nous raconte son parcours et comment elle a été accompagnée par Transition Pro. Nous l'écoutons. Je m'appelle Anne-Sophie Doisy, j'ai 38 ans bientôt et je suis peintre décorateur depuis bientôt 2 ans, suite à une reconversion professionnelle. Et auparavant, j'étais dans le domaine bancaire depuis 13 années. Une formation plutôt courte qui a été de 9 mois, avec l'option décor-spectacle. À partir du moment où j'ai commencé à me dire que je voulais changer et faire une reconversion, et au moment où j'ai commencé ma formation, il s'y est passé plus de 3 ans. Donc c'est quelque chose qui a pris du temps. J'ai une amie qui m'a parlé de Transition Pro Île-de-France. Et en fait, Transition Pro Île-de-France, c'est un dispositif qui nous permet, qui finance la formation laquelle on souhaite faire, et qui en plus maintient notre salaire pendant la dite formation. Donc il y a rien de plus sécure. Alors il y a tout un dossier à faire, ce qu'on appelle un PTP, donc projet de transition professionnelle. Donc il y a plein de démarches à faire, plein de choses à faire pour compléter son dossier, pour qu'il soit accepté. Et pour donner un ordre d'idée, j'ai déposé 3 dossiers, donc c'est à peu près 2 ans et demi, et que c'est au bout du 3e que ça a été accepté. C'était toujours la même formation, mais après j'ai étoffé un peu plus le contenu. Parce que en fait, il faut rencontrer un conseiller en évolution professionnelle qui nous aide dans nos démarches, à faire des enquêtes métiers, donc aller à la rencontre de professionnels, du PTP, de l'artisanat, de la peinture décorative, pour qu'on on se rende au plus près et se rendre vraiment compte vers où on va et qu'on a une vraie visibilité sur le métier. Alors Benjamin, on vient d'entendre donc Anne-Sophie. Elle a mis 3 ans entre sa décision et le début de sa formation et déposé 3 dossiers. Est-ce courant? Quel est le délai moyen habituel? Alors est-ce courant? Non, j'ai envie de dire, et ça peut être le cas. C'est-à-dire que chez nous, on a des commissions qui vont se réunir très régulièrement pour traiter des sollicitations des salariés. Et en fonction du dossier qui sera présenté et de l'évaluation qui sera faite par les paritaires, il peut y avoir un avis favorable comme défavorable rapidement, dès le premier passage en commission. Mais parfois, ça peut prendre un peu plus de temps, puisqu'on l'a évoqué, il y a des critères de priorisation qui sont donnés sur les associations de transition pro, et parfois il suffit que je sois éloigné de ces critères de priorisation pour que ça prenne forcément peut-être plus de temps. Alors des choses qui m'inspirent dans ce témoignage, c'est quand même le côté quand même très sécure pour le salarié, ça il faut le souligner. Le côté sécure parce que le salarié va avoir un maintien de son salaire durant le temps de la formation. Il va avoir la prise en charge du coût de formation, mais également parfois les frais annexes qui peuvent être associés. Donc pour lui, c'est vraiment une transformation qu'il va mener en toute sécurité. Alors le projet d'Anne-Sophie a été financé par Transition Pro Île-de-France. Que recouvre précisément ce financement? C'est peut-être bien de le préciser, oui. Alors, c'est ce qu'elle évoquait, c'est la rémunération. Donc, c'est important. On se parle, alors on va parler chiffres, c'est le brut moyen mensuel, quand même. Ça veut dire qu'on va rembourser l'employeur qui va payer directement le salarié. Donc, pour la personne, c'est transparent. Il y a des plafonds, mais c'est globalement transparent. Elle est payée normalement. Et puis, c'est le coût de la formation. On ne va pas rentrer non plus dans tous les détails, mais disons que c'est quand même un coût assez confortable qui est payé directement à l'organisme de formation. Donc, c'est un peu un clé en main. Donc ça, c'est intéressant de savoir. C'est très intéressant pour un organisme de formation. Et en plus, c'est, pour redire le mot, sécurisé aussi pour l'organisme de formation, puisque une fois que le dispositif est enclenché, quand la personne a eu son accord, ça va être régulier. Les paiements, à partir du moment où la personne suit sa formation, vont être faits auprès de l'organisme de formation. Tout est encadré et sécurisé. Donc, c'est quand même quelque chose à retenir par rapport à ça, au-delà du salarié et de son témoignage. Alors, il y a une autre chose à retenir, c'est que
les salariés, en tout cas qui se reconvertissent, sont très très motivés et vont au bout de leur projet. Il y a un vrai enjeu de sortie positive pour les OF en fait. C'est intéressant de savoir ça aussi. C'est très intéressant. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent aux organismes de formation que je rencontre. Le public salarié en reconversion, c'est un public très exigeant. On va se le dire quand même. On se parle de projet de vie. Hein. Là, vous avez eu un témoignage, mais il y en aura d'autres. Donc, il y a beaucoup de billes engagées quelque part. Mais c'est un public très impliqué et qui, du coup, en général, réussit sa reconversion, retrouve facilement du travail derrière avec tout son background avant de sa vie professionnelle. C'est très enrichissant pour les entreprises d'accueil derrière. Et pour une session, pour un organisme de formation, c'est aussi très intéressant d'avoir des profils différents comme ça. Ça crée une émulation dans le groupe au niveau pédagogique. Donc vraiment, c'est un public qui gagne à être connu. Benjamin, vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais, le salarié, il est vraiment très motivé en général dans le projet. Et puis, il faut savoir qu'il embarque aussi sa famille derrière. Oui, c'est ça. Le conjointe derrière doit être partie prenante du projet parce que il va falloir faciliter l'accès à la formation de son conjoint ou conjointe, mais l'aider dans ses révisions, lui donner du temps pour ce travail-là, c'est trouver un stage, etc. Donc le cocon familial, il est hyper important dans cette réalisation que le salarié met en place. Alors, nous venons de voir avec Anne-Sophie donc cette reconversion dans un domaine qui la passionne, mais il y a aussi des reconversions dans des secteurs et des métiers pour lesquels on ne pense pas et qui sont également très attractifs et ouverts à tous. C'est le cas du BTP avec un métier d'avenir, celui de chargé d'accompagnement à la rénovation énergétique du bâtiment, qu'on appelle plus communément CAREB. Alors Christelle, ce titre professionnel CAREB est stratégique dans le contexte de transition énergétique, mais il est aussi stratégique pour le conseil d'administration du 3CA BTP. Oui, il y avait oui, effectivement, le conseil d'administration du 3CA BTP a décidé, il y a maintenant 1 an et demi, de pousser le développement du titre pro CAREB dans les centres de formation des métiers du BTP pour plusieurs raisons, parce qu'il répond sur un certain nombre d'axes de conduite de chantier, de diagnostic, de relations aussi avec les clients. Il répond à un vrai besoin des entreprises. Et puis, on n'est pas sans savoir que la rénovation énergétique, c'est un véritable enjeu. Et on sait, notamment via l'étude RénoBoost, en tout cas le modèle de données RénoBoost que développe le 3CA BTP, que la coordination de chantier, la préparation du chantier, le diagnostic sont stratégiques pour que les rénovations du bâti se passent bien. Donc, c'est vraiment un métier d'avenir, quelque chose qu'il faut pousser dans des tas de structures. On peut avoir besoin de chargés de rénovation énergétique du bâtiment. Et effectivement, c'est un peu un métier top pour faire de la reconversion. Il faut être très clair parce que quelqu'un qui vient du bâtiment a toutes ses chances, il a son expertise et il pivote sur du diagnostic, il pivote sur de l'accompagnement de la conduite de chantier. Et quelqu'un qui vient d'un champ extérieur au bâtiment a également toutes ses chances parce que de toute façon, il y a du vernis sur toutes les techniques. Donc oui, c'est un diplôme stratégique. Alors, nous allons justement regarder le témoignage de Romain, qui est devenu auditeur énergétique après avoir travaillé dans la restauration. Il nous raconte son histoire de reconversion. Je m'appelle Romain, je suis auditeur énergétique pour l'association Solia Alpes-Maritimes. Mon parcours, donc j'ai fait des études universitaires en art et culture, spécialité théâtre. À la fac de Lille et par la suite je suis allé à Paris pour devenir comédien et puis en fait chemin faisant j'étais directeur de restaurant et puis par la suite j'ai eu un enfant et j'ai eu envie de changer un petit peu de voie pour pouvoir me laisser un petit peu de temps libre. Enfin, en tout cas, moins travailler les week-ends et les jours fériés. En cherchant sur Pôle emploi, j'ai trouvé cette formation de chargé d'affaires en rénovation énergétique, CAREB. Et pour moi, c'était très clair que cette formation était pour moi, puisque elle mêlait à la fois le chargé d'affaires, donc cet aspect commercial que j'avais, puisque dans mes études, j'avais une facilité à la communication avec les autres. Et aussi, il y avait ce côté environnemental pour lequel j'avais un intérêt, puisque très actuel. Et je trouvais que c'était un métier qui avait du potentiel. Par mes recherches, par
ce que j'avais moi comme savoir, c'était ce métier-là que j'estimais le plus intéressant, et aussi par rapport à la géographie de mon habitation, puisque à Cannes, j'avais pas énormément de choix, pour être très honnête. Voilà, j'avais pas envie de partir trop loin, quitter ma famille. J'avais un petit enfant, fallait que je m'occupe aussi de mon enfant. J'étais avec ma femme et je pouvais pas partir des jours et des jours ailleurs. D'entendre un bel exemple de reconversion cohérente avec un parcours de vie. Aurélia, que vous inspire ce témoignage de Romain? Je trouve très inspirant le témoignage de Romain parce qu'il mêle vraiment tout ce qu'on vient de dire avant, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu plusieurs vies professionnelles, qui est accompagné dans son projet, qui va mener un projet qui implique sa famille. Il y a une notion géographique aussi, il y a aller vers un métier sur lequel il va pouvoir transférer des compétences, un métier qui recrute. C'est une belle reconversion. En fait, ça illustre bien ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire qu'il est possible, effectivement, de trouver des passerelles entre sa vie d'avant et sa vie d'après. Avec tout ce qu'on vient de dire, notre dispositif est dans un métier qui recrute. Benjamin, c'est le parcours idéal, quoi, en fait. C'est le parcours idéal, mais tout est dit, je crois, dans ce qu'Aurélie a évoqué. On retrouve le côté familial, le côté territorial aussi, qui est important, de la proximité de l'organisme de formation, de changement de vie, d'aller vers un autre confort. Donc oui, tout est dit dans les propos d'Aurélia, et véritable témoignage qu'on a pu avoir. Alors, avant de se reconvertir, donc Romain travaille dans la restauration, il y a justement, Christelle, une étude récente de l'Observatoire des métiers du BTP qui a été réalisée pour mieux connaître le parcours professionnel des personnes qui se reconvertissent dans le BTP. Qu'est-ce qui ressort en gros, grosso modo, de cette étude, Christelle? Alors oui, déjà, je vous invite à aller sur le site de l'Observatoire des métiers et des qualifications pour aller voir cette étude sur les transitions professionnelles. Et effectivement, sur les transitions professionnelles, on note que les 3 dernières années, il y a eu près de 6000 personnes qui ont suivi des formations diplômantes au métier du BTP. C'est 12% des bénéficiaires des projets de transition professionnelle. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Alors, on a eu 2 exemples qui sont atypiques par rapport aux chiffres qui sont annoncés. Effectivement, là, les 2 personnes viennent de la restauration et de la banque. Il faut savoir que les premières reconversions sont majoritairement issues de la sécurité, de la surveillance, ensuite le magasinage et les préparations de commandes, donc la logistique, et les conduites de transport en commun. Voilà, donc les transitions, c'est souvent, en fait, c'est plutôt des métiers, ils viennent de métiers auxquels on ne pense pas forcément. Donc voilà, on a eu 2 exemples atypiques, mais... Très bien. On va regarder un dernier exemple, justement, le témoignage de Thomas, qui est un ancien couvreur. Il est devenu carab à la suite d'un accident de travail et une reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Nous écoutons Thomas. J'étais couvreur zingueur, je travaillais sur les toits et suite à un accident, je pouvais plus pratiquer le métier que j'exerçais. Et du coup, j'ai cherché à me reconvertir et ce métier était le plus intéressant pour moi, ce qui me permettait de conserver le savoir que j'avais et de continuer à l'utiliser. Et en même temps, ça me permettait aussi de développer d'autres connaissances et de pousser plus loin mon savoir. Il y a tout un dossier à remplir où il faut expliquer ce qu'on veut faire, vérifier que il y a du travail derrière à la clé, montrer sa motivation, montrer aussi qu'on a, je crois, les qualifications nécessaires pour le faire. C'est vraiment un gros dossier à remplir, mais je regrette pas d'avoir pris le temps de le faire et d'avoir poussé les choses au maximum. J'ai une femme et 2 enfants. Ma femme voyait que dans tous les cas, il fallait que j'ai quelque chose et qu'elle me soutenait là-dedans. Ça c'est sûr, il fallait faire avancer les choses. Donc après, je suis assez pragmatique là-dessus. Moi, je voyais ça comme mon moyen de continuer à pouvoir travailler et être indépendant. Parce que je voulais pas me retrouver à être dépendant de la société et ne pas avoir quelque chose de concret à faire dans ma vie. Après, on a quand même un travail qui est mixte. Il y a une part en intérieur où on doit faire des rédactions de rapports, de la rédaction des audits, et une part où on est chez les gens. D'ailleurs, peut-être que 60 à 80% du temps, finalement, c'est chez les personnes, sur la route. On voyage beaucoup parce qu'on se déplace dans tout le département. Donc, ça reste. Il y a quand même pas mal d'avantages.
Merci à Thomas pour son témoignage très encourageant. Malgré son accident de travail, il a pu rester dans le BTP. Est-ce que sur le terrain, vous rencontrez beaucoup d'exemples comme ça, comme Thomas, suite à un accident de travail, Benjamin? Oui, ça arrive très souvent, même trop souvent, j'ai envie de dire, l'accident de travail. C'est aussi dire que derrière l'accident, il va pas y avoir un stop et un arrêt, il y a des possibilités. Et on peut se réaliser dans d'autres métiers. On a une belle preuve à travers ce témoignage. Cette personne a pu bénéficier des services et de financements pour se réaliser dans un nouveau projet qui aujourd'hui est adapté quelque part à sa pathologie, à son handicap. Et nous, Transition Pro, on va accompagner les salariés à travers alors le PTP, mais aussi des cofinancements qu'on peut avoir et qui ont été cités tout à l'heure de la GFIP, mais aussi à travers des nouveaux outils comme par exemple le FIPU et le PUR, donc FIPU qui veut dire le Fonds de l'investissement de la prévention de l'usure professionnelle, et le PUR qui est la prévention usure reconversion. Aurélien, quelle est la proportion des dossiers de reconversion liés à un accident de travail ou à des problématiques de santé? On peut avoir un chiffre? Oui, c'est à peu près 15%, on va dire, en moyenne, de personnes qui se reconvertissent pour ce motif. Sachant que ce qui est intéressant aussi dans le témoignage de Thomas, c'est qu'il est resté dans le même secteur. C'est pertinent aussi de le dire, parce que ça veut dire qu'on peut se reconvertir tout en restant dans un champ d'activité similaire. C'est aussi un type de reconversion qu'on encourage actuellement et qu'on finance. En tout cas, sur un certain nombre de régions, c'est même parfois possible au niveau priorité. Donc, c'est bien de le souligner aussi, parce que la reconversion, c'est pas que changer radicalement. Ça peut être aussi rester c'est un domaine qui nous plaît ou qui nous anime, et pour pouvoir du coup continuer à y faire quelque chose. Donc voilà, donc les 15%, ça vous donne un ordre d'idée. C'est pas la seule raison, mais c'est quand même non négligeable. Ça permet de vous expliquer aussi pourquoi. Peut-être que tu vas en reparler un petit peu plus pour les dispositifs en lien avec ça. Oui, c'est ça. Il est important de préciser, Benjamin l'a dit, que en complément du projet de transition professionnelle, le PTP, Transition Pro, porte d'autres dispositifs, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, on porte aujourd'hui ce qu'on appelle donc le PUR, prévention usure reconversion, qui est associé à ce qu'on appelle le C2P, le compte professionnel de prévention du salarié, qui est alimenté par des points. C'est notamment pour les salariés qui sont affectés ou pas affectés, mais qui sont face à aussi facteurs risques, comme le travail de nuit, dans le bruit, en équipe successive alternante. Et donc, du coup, ces salariés qui ont des points peuvent les mobiliser pour faciliter et financer leur reconversion professionnelle. Et à côté de ça, on a une enveloppe qui s'appelle le FIPU, qui est le Fonds d'investissement de la prévention de l'usure professionnelle, qui, elle, va accompagner les salariés qui ne seront pas exposés à ces 6 facteurs qu'engendre le C2P, mais qui va être en lien avec 3 facteurs risques ergonomiques que sont le port manuel de charge, les postures pénibles et l'utilisation d'outils vibrants. Donc les salariés, je vais prendre un maçon qui peut être exposé à de la pénibilité qui est le port de charge, pourrait très bien demain enclencher une reconversion vers le CAREB pour aller vers un emploi non pénible demain et lui permettre de se réaliser dans un tout autre projet professionnel. Ce sont des dispositifs qui sont encore récents. Est-ce que vous en financez? Ça commence justement ces dispositifs-là ou on est au début? On est au début, ça a démarré moitié l'année dernière. Donc après, on n'est pas sur les mêmes volumétries en fonction des régions, mais ça prend quand même de l'ampleur. Très bien, écoutez, c'est l'heure maintenant des questions-réponses. On a reçu une première question de Pierre, qui vient de la région Bretagne. Quelles sont les relations entre les organismes de formation et Transition Pro? Qui veut répondre? Aurélia? Elles sont plutôt bonnes, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, on développe un maximum de choses. En tout cas, en Île-de-France, on a notamment, à travers ma fonction, un pôle dédié. Maintenant, c'est valable sur l'ensemble du territoire. L'idée, c'est qu'on travaille ensemble. En fait, si le message devait être là, ce serait ça. Travailler auprès des organismes de formation, c'est pouvoir faire connaître nos dispositifs et pour un organisme, développer son offre de services et son offre de financement aussi. Et si je peux rajouter, c'est important sur les territoires que les organismes prennent contact avec leur association de transition pro pour évoquer ces sujets, pour mieux les maîtriser et pour mieux conseiller après les salariés qui vont entrer dans leur centre de formation. Ghislaine, de la région PACA, en tant qu'organisme de formation, comment je capte ces publics? Plusieurs solutions. Benjamin. Alors forcément la communication. Bien évidemment, il ne faut pas hésiter à communiquer sur cette ouverture et ces dispositifs que nous portons.
Après, c'est d'être en lien aussi avec le conseil en évolution professionnelle, puisqu'ils vont aussi promouvoir les métiers porteurs sur les territoires et les opportunités. Donc, c'est aussi faire connaître les formations qui sont derrière ces métiers-là. Et puis après, il y a aussi beaucoup de bouche à oreille, il faut pas se le cacher. Ouais. On a énormément de salariés qui ont réussi leur transformation et leur reconversion et qui vont parler et témoigner de cette belle réussite. Aurélien, ouais. Il y a aussi un autre biais auquel on pense moins quand on est organisme de formation et pourtant qui est vraiment important, c'est le réseau d'entreprises partenaires avec lesquels un organisme travaille de base. En fait, l'intérêt, c'est de se dire, je cloisonne pas forcément les financements par type de public ou type de formation, mais en vrai, c'est tout un même ensemble. Et donc, auprès des organismes, des entreprises avec lesquelles un organisme travaille, on peut diffuser cette information, toucher les salariés de ces entreprises qui souhaiteraient se reconvertir. Il y a moyen de diffuser comme ça. Et enfin, il y a moyen aussi d'être présent sur des événements qui sont dédiés à la reconversion, des salons, on peut co-animer des choses. En particulier, je vais le citer là, au mois de septembre pour l'Île-de-France, il y aura un salon qui s'appelle Génération Reconversion qui sera fin septembre, 26 et 27, dédié à la reconversion professionnelle. C'est un bon moyen de capter le public en reconversion. Une dernière question, celle de Catherine du Grand Est. Ces dispositifs de financement de reconversion concernent plutôt les salariés de petites ou de grandes entreprises? Elle touche Benjamin. tout le monde. Elle Ça, touche c'est important. l'ensemble des salariés du secteur privé, salariés en CDI, en CDD, intérimaires, intermittents du spectacle, c'est l'ensemble de nos cibles quelque part. Et la entreprise peut avoir un salarié comme 10 000 salariés, quel que soit le secteur d'activité. Voilà, surtout privé, entreprise du secteur privé, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur. Très bien, bah écoutez, nous arrivons à la fin de cette émission. On va terminer par le petit mot de la fin avec vous. Christelle, on commence avec vous. Qu'est-ce qu'il faut retenir, selon vous, de tout ce qu'on vient de dire? Qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers les associations Transition Pro sur le territoire, très clairement. C'est un levier pour se développer. Il faut participer, bien sûr, aux manifestations qui sont organisées localement. Il faut connaître aussi les entreprises de son territoire. Aurélia l'a dit très justement. Un centre de formation, il est censé connaître ses entreprises, il est censé être un conseil. Donc, il faut parler de gestion des compétences, de mobilité, et c'est vraiment très, très important. Voilà. Benjamin, qu'avez-vous envie de dire aux organismes de formation qui nous écoutent? Que la reconversion, elle est possible, surtout que je les invite, moi, vivement à se rapprocher de leur association de transition pro sur leur territoire pour partager ces sujets et les approfondir surtout. Parce que vous allez voir que d'un territoire à un autre, il peut y avoir aussi des spécificités, des particularités, et aussi d'autres projets portés. Et aussi pour construire des projets avec les associations de transition pro sur les territoires. Aurélien, il ne faut pas que les OF aient peur. Pas du tout. Il faut on travaille tous ensemble. On est dans un bel écosystème et il y a vraiment des choses qui se passent. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Très bien. Bah, écoutez, nous arrivons à la fin de cette émission. Un grand merci à vous trois pour cet éclairage précieux donc sur les dispositifs de reconversion professionnelle et sur la manière comment les organismes de formation peuvent s'en emparer. Et avant de conclure, je vous transmets deux petites informations importantes. Tout d'abord, pour vous dire qu'il reste encore quelques places pour participer aux journées de l'innovation pédagogique dédiées à la formation continue qui auront lieu à Tours les 16 et 17 juin prochains. Et enfin, je précise que la 3C Academy, qui est l'offre de service de 3C à BTP, dédiée au développement des compétences des collaborateurs des organismes de formation, a mis à votre disposition des modules formation continue et particulièrement sur le projet de transition professionnelle. Avant de vous quitter, je remercie Marie-Laure Babin, chargée de projet certification et de déploiement de l'offre de formation au 3C ABTP pour la coordination de cette émission. Un grand merci à vous tous pour votre attention, vos questions. Je vous dis à très bientôt. Ciao.